Souveraineté sanitaire et pharmaceutique africaine. Quelle industrie pharmaceutique pour le Sénégal? Dr Abdoulaziz Cissé, président de l'Association de l'industrie pharmaceutique du Sénégal, et Adama Wade, directeur de publication de Financial Afrique, passe la problématique au peigne fin autour de Alassane Samba Diop. L'air du temps, ce dimanche 31 janvier de 10h à 11h sur iRadio 90.3, ici et ailleurs. Dimanche 31 janvier 2021. Merci d'être l'écoute de l'Air du temps. Nous avons aujourd'hui donc Adama Wade, directeur de Financial Afrique, un hebdomadaire qui parle de la finance africaine, et Ibrahim Cissé, Abdoul Cissé, qui est aussi le président de l'industrie des pharmaceutiques du Sénégal. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Le dernier conseil des ministres, le président a beaucoup insisté sur la mise en place d'une industrie pharmaceutique. Depuis que la pandémie a frappé le monde et le Sénégal, les inquiétudes sont nombreuses par rapport au fait que le Sénégal soit dépourvu même de pharmacies, d'industries pour fabriquer des médicaments. Où en est-il le dossier, M. Cissé? Merci Alassane. D'abord, je tiens à te remercier pour l'invitation. Merci. C'est vrai que ça fait longtemps que vous avez souhaité ce plateau, mais bon, c'est aujourd'hui que ça s'est réalisé. Voilà, donc c'est avec une très très grande satisfaction que je suis là, au nom de tous mes collègues et toute l'industrie pharmaceutique sénégalaise. Voilà, donc vous posez là une question cruciale, effectivement, parce que d'ailleurs ce n'était pas la première fois, c'était la troisième fois qu'en Conseil des ministres, le président a reparlé et a relancé sur ce dossier. Pourquoi? Parce que il l'a hissé depuis quand même le Covid à un niveau stratégique très élevé, et il le considère comme un secteur de souveraineté maintenant. Pourquoi? Parce que nous avons tous vu avec la Covid que en fait, les enjeux au niveau mondial du médicament se sont redessinés. Donc les pays fournisseurs se sont donc renfermés sur eux-mêmes, et on a eu carrément des arrêts d'approvisionnement. Et malheureusement pour le Sénégal, nous importons quasiment 85 à 90% de nos médicaments. Donc nous dépendons totalement des sources d'approvisionnement extérieures. Donc on peut comprendre facilement que si les pays que nous fournissent se recroquevillent ici eux-mêmes, nous sommes laissés en rade, et c'est une situation extrêmement grave qui ne peut pas être acceptée. Oui. 3 fois, le président l'a dit en Conseil des ministres, en 3 reprises, à des conseils des ministres espacés. Pourquoi ça ne bouge pas? C'est le grand problème. Bon, peut-être juste pour faire une petite genèse donc, sur cette histoire-là. Alors, pendant assez longtemps, la CIP a été créée en décembre 2015. La CIP, c'est l'Association sénégalaise de l'industrie pharmaceutique qui regroupe tous les fabricants locaux. Donc, nous sommes aujourd'hui 7 unités, donc, dont 5 qui sont opérationnels et 2 qui sont donc en cours de démarrage. Et donc, quand la CIP a été créée, c'est l'interlocuteur pour pouvoir être un lien avec les pouvoirs publics pour pouvoir en fait bâtir l'industrie sénégalaise. Donc, en prenant en compte vraiment tous les aspects donc, qui peuvent contribuer à ce développement-là. Et après cela, on a cheminé, on a fait des ateliers innombrables. Juste peut-être pour aller beaucoup plus vite et synthétiser, donc en septembre dernier, nous avons fait un atelier sous donc l'auspice de notre ministère de tutelle, le ministère de la Santé, pour pouvoir dresser une feuille de route pour pouvoir développer et relancer l'industrie sénégalaise. Donc aujourd'hui, sur le plan stratégique et sur le plan feuille de route et plan d'action, tout est fait, tout est disponible. Après cela, au mois d'octobre, le BOSS, le Bureau opérationnel Sénégal émergent, qui dépend directement également du président, nous a également conviés à un atelier dans le même sillage, et j'avoue que nous avons fait un travail extraordinaire parce que ils ont compris la problématique, ils ont utilisé une méthode extrêmement innovante pour avoir l'approche de la résolution du problème, et donc c'est une démarche qui a été inclusive. Et là également, la feuille de route a été revisitée avec un plan d'action beaucoup plus précis. Donc aujourd'hui, tout ce qu'il y a à faire, on le sait, mais c'est au niveau opérationnalisation que nous rencontrons d'énormes difficultés. Qui doit s'en occuper au niveau opérationnalisation? Bon, c'est un dossier qui est assez transversal, mais le chef d'orchestre, le leader, c'est notre ministère de tutelle, le ministère de la Santé,
en collaboration avec le ministère de l'économie, le ministre des Finances et du Budget et le ministère de l'Industrie. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le président donc, les a interpellés pour que vraiment le dossier soit relancé et que des solutions urgentes soient trouvées. Et il est heureux de remarquer que le président comprend tellement le sujet et comprend tellement les urgences qu'il a parlé de la PNA. Pourquoi? Parce que vous savez très bien qu'une industrie, c'est des volumes. Et la PNA est un outil également de souveraineté nationale. Et aujourd'hui, la PNA lance des appels d'offres internationaux sur lesquels nous sommes au même pied d'égalité que tous les fournisseurs mondiaux. Quelle est notre chance de pouvoir accéder à des marchés pour pouvoir développer nos industries? Ce n'est pas possible. Donc c'est la raison pour laquelle donc, nous devons trouver ensemble avec la PNA une autre manière de fonctionner pour donner la chance à l'industrie locale d'avoir accès à des marchés, d'autant que beaucoup de produits qu'ils demandent sont capables d'être fabriqués par nos unités. Adam Wade, aujourd'hui, le bulletin qui a été donné par le ministre de la Santé parle de 7 décès par rapport au coronavirus, 54 cas graves, 212 patients suivis et contrôlés, négatifs et déclarés guéris. Déjà, ça montre l'ampleur de la pandémie qui frappe l'Afrique, qui frappe le Sénégal. La deuxième vague semble très mortelle. Depuis 1 an, on parle d'industrie pharmaceutique au Sénégal, on tergiverse. Est-ce que ce n'est pas de l'incompétence au fond? De l'incompétence, non. Je dirais qu'il y a plutôt des facteurs d'inertie. L'inertie, c'est pas de l'incompétence? Non, pas du tout. C'est quoi l'inertie? Il faudrait juste qu'il y ait une feuille de route, un contrat-programme entre l'État et les acteurs de l'industrie pharmaceutique. La feuille de route est déjà là, elle a été faite. Et derrière, il faudrait peut-être ramener le médicament comme n'importe quelle denrée économique, c'est-à-dire avec des coûts de facteurs, avec un marché à construire, et un marché, à mon avis, qui, si on veut vraiment parler de l'industrie, doit dépasser le cadre national du Sénégal pour aller vers l'IOMOA au moins, et ses 100 millions de consommateurs, voire même l'Afrique et ses 1,2 milliard de consommateurs, parce que le terrain de jeu se situe à ce niveau, au niveau continental. C'est vrai qu'au Sénégal, il y a un savoir-faire, il y a une réputation aussi de savoir, en tout cas, pharmaceutique et médical. Maintenant, ce qu'il faut, c'est traduire ces potentialités dans l'industrie, et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que vous savez que nous sommes dans un schéma mondialisé où les grands donneurs d'ordre, les producteurs de vaccins, ceux qui détiennent les brevets, sont souvent occidentaux. Il y a des challengers, on l'a vu, et là aussi ce sont de grands ensembles, c'est la Russie et la Chine. Mais pour l'essentiel, les grands laboratoires sont situés au nord. Et ils captent à peu près 95%, voire plus, du chiffre d'affaires mondial. L'Afrique ne représente que 0,5% du chiffre d'affaires mondial de l'industrie des médicaments, qui dépasse 1 000 milliards de dollars. Donc, moi, à mon avis, il faut une concertation, ne serait-ce qu'au niveau de l'IOMOA, pour justement vaincre cette inertie. Parce que cette inertie, elle est alimentée par une importation massive de nos besoins, et qui dit importation massive dit lobby. C'est tout à fait normal, hein, lobby au sens même positif. C'est des gens qui défendent leurs intérêts, qui ne veulent pas que les choses changent. Et le Sénégal importe de mémoire 150 milliards quand même de francs CFA de médicaments. En Afrique, le marché est encore plus large. Et malgré l'essor des Maghrébins, des Marocains, Tunisiens et Algériens, pratiquement 80% des médicaments produits en Afrique le sont en Afrique du Sud. Donc il y a une vraie démarche à entreprendre, et elle a été entreprise au niveau de la réflexion au Sénégal, au niveau de l'impulsion, puisque même le dernier Conseil des ministres en a parlé. Maintenant, là où on attend le secteur, aussi bien au niveau du ministère de l'économie, de l'industrie, des finances, mais aussi des acteurs, des privés, on les attend sur un contrat-programme, sur 10 ans, 15 ans, puisque l'industrie, ce n'est pas du jour au lendemain, qui puisse prendre en compte tous les paramètres régionaux et continentaux. Oui, mais justement, est-ce que l'Afrique n'est pas attrapée par 60 ans d'indépendance, d'inertie, de la recherche qui n'a pas été faite, qu'on dépende aujourd'hui de l'extérieur pour
un paracétamol ou bien même une ivaquinine qu'on fabriquait au Sénégal, qu'on n'en fabrique plus aujourd'hui, on est obligé d'importer ça pour soigner ses enfants. C'est pas un échec, ça? Oui, l'Afrique a été rattrapée par les cycles de l'industrialisation, désindustrialisation que nous avons connus depuis les années 70. On avait des stratégies d'industrialisation qui ont été vaincues par les programmes d'ajustement structurel. On a assisté à des démantèlements. Je pense que même au Sénégal, l'industrie pharmaceutique a plutôt régressé. Il y a eu des départs, des faillites, parce que avec la mondialisation, la compétition se joue au niveau mondial. Vous avez les Asiatiques aujourd'hui qui sont les maîtres, les ateliers de fabrique des médicaments sont les Asiatiques. D'ailleurs, on le voit dans ce vaccin Covid-19, le cerveau se situe à Londres et le fabricant en Inde et le marché, c'est l'Afrique. Donc, il faudrait qu'on adopte cette donne aussi. Donc, une stratégie nationale du Sénégal doit être réfléchie avec comme objectif ne serait-ce que l'IOMOA ou la zone Afrique. Et cela, la ZLECA peut-être nous pousse à réfléchir à des industries qui puissent vraiment aller vers l'Afrique pour être pérennes. Oui. La pandémie, quand on l'a déclarée au Sénégal et à travers le monde, les gens ont vu la vulnérabilité du pays par rapport à beaucoup, surtout sur le plan sanitaire. Absolument. Est-ce que vous avez l'impression que ça a été compris, que les choses vont changer et qu'on va changer de paradigme? Merci Alassane. En tout cas, dans les discours, on a l'impression que nos autorités ont compris. Et dans les faits? Et dans les faits, il y a un décalage. Il y a un décalage aujourd'hui parce qu'on ne sent pas grand-chose qui se fait sur le terrain. Maintenant, moi, je saisirai un peu ce que disait M. Wade tout à l'heure sur le fait que la production locale au Sénégal a régressé, effectivement. Parce que si on voit bien, dans les années 70, on a eu quand même la création et l'amorçage d'un certain développement de l'industrie sénégalaise. Donc, et ça, c'était sous l'initiative de l'État, qui, à l'époque, voulait quand même appliquer une politique d'accessibilité pour répondre aux enjeux et aux besoins des populations, surtout pour les médicaments essentiels. Mmh. Bon, c'est comme ça que Cipoa est né, est devenu Ron Poulenc, jusqu'à ce qu'elle devienne Médis aujourd'hui. Et c'était le fleuron de l'industrie sénégalaise, parce qu'elle sait tout faire. Et pour vous dire, l'un des métiers les plus difficiles dans l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire la production de produits stériles, nous le faisons depuis 70. C'est pour vous dire. Et aujourd'hui, Médis a le savoir-faire, la technologie, tout ce qu'il faut pour pouvoir être le champion du Sénégal dans cette bataille. Mais vous avez vu que depuis un an, quasiment, Médis a été victime en fait, d'une situation difficile sur le plan économique qui l'a conduit à fermer momentanément, mais la reprise est en très bonne voie, donc grâce au soutien du président lui-même, qui a donné les instructions et qui est en train de tout faire pour qu'on reprenne dans les meilleures conditions possibles. Donc je disais tout simplement que Médis est le champion du Sénégal dans ça, mais Pfizer également qui était là est parti. Donc il y a quelques mois que des Sénégalais ont repris donc, la société pour redémarrer. Mais là où les grosses multinationales telles que Sanofi, Pfizer ont essayé et ont finalement lâché, ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Et aussi le problème, justement. Le problème, c'est pourquoi l'État du Sénégal ne peut pas prendre de façon souveraine cette question, la gérer, parce que la santé est devenue aujourd'hui un enjeu de survie. J'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. En tout cas, on travaille dans ce sens-là. Mais je peux vous dire que le développement de l'industrie sénégalaise, c'est un problème d'environnement. Et aujourd'hui, les facteurs clés de succès dans cet environnement qu'il faut réformer, qu'il faut changer pour arriver à l'objectif visé, nous le savons, nous l'avons dit, nous l'avons écrit. Maintenant, il faut que ça soit opérationnalisé. C'est quoi les facteurs? Les médicaments, les faux médicaments qui sont importés, qui n'ont de marché? Alors, vous savez... Gérés par des marabouts aussi, quelque part. Bon, oui, il faut dire les choses clairement. Oui, je reviens dessus. En fait, les gros handicaps pour le développement de l'industrie pharmaceutique sénégalaise, c'est d'abord un problème de système. Parce que, vous savez, pour pouvoir commercialiser un médicament, il faut ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché.
Alors, parce que l'industrie sénégalaise, l'industrie du médicament est une industrie à détention lente. Ça va, donc la recherche-développement, vous devez enregistrer, ça c'est un long processus. Mais au moment où vous avez tout fait, vous avez déposé votre AMM, mais quand même, il doit y avoir un traitement rapide. Parce que c'est un investissement qui dort, on ne peut pas attendre. Et au Sénégal, il pouvait arriver que vous attendiez pendant 2 ans, 3 ans avant d'avoir votre AMM. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une nette amélioration parce que, il y a le nouveau directeur de la pharmacie, le professeur Yérim Mbagnick Diop, qui a mis en place un système de fast-track qui permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, sur ce plan-là, nous sommes assez confiants, même s'il faut aller beaucoup plus loin. Deuxièmement, comme je disais tout à l'heure, l'industrie pharmaceutique, c'est très lent. Et il faut un marché, il faut des volumes pour développer une usine. Donc, vous voyez, par exemple, il faut aller compétir avec le privé, les grands laboratoires sur le marché. Il faut des investissements en marketing, en développement, et ça prend un peu de temps. Alors, pour pouvoir gérer vos coûts, il vous faut quand même un marché. Vous fabriquez les mêmes médicaments. La PNA lance des appels d'offres. Si vous êtes au même niveau par rapport aux Indiens et aux Chinois, mais vous n'allez jamais vous en sortir. Alors, un des soutiens importants, c'est qu'il faut réformer le statut de la PNA pour que la PNA puisse travailler directement avec les producteurs locaux pour les privilégier, pour prendre en fait les médicaments qu'ils fabriquent. C'est une discrimination de la commande publique nationale. Voilà. Pour les pharmaciens nationaux, pour les industries nationales. Voilà. C'est ça? C'est clé. Parce que ça permet de donner des volumes. Même si on sait que sur le plan purement rentabilité, ce n'est pas très rentable. Mais comme on le sait, l'industrie, c'est des volumes. Plus vous avez des volumes, plus vous absorbez vos frais fixes et plus vos coûts sont gérables et les prix sont accessibles. Donc ça, c'est l'instruction que le président a donnée lors du dernier Conseil des ministres en nous ayant écoutés et en nous ayant entendu. Il faut qu'on passe à ça très vite parce que c'est un facteur clé de succès. Avoir les marchés grâce à la PNA, donc qui permettent d'avoir des volumes pour pouvoir rentabiliser les productions. Et les faux médicaments? Avoir le temps de se battre sur le marché privé. Et les faux médicaments? Alors, les faux médicaments également, c'est un manque à gagner très important. Bon, là aujourd'hui, je pense qu'au niveau politique, les gens se sont beaucoup battus pour pouvoir le gérer. C'est une longue bataille parce que les enjeux financiers sont énormes. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie des faux médicaments est pratiquement comparable à la drogue. Hein? Voilà. Donc il y a des enjeux très importants derrière, mais bon, sur le plan politique, c'est considéré comme un crime, les gens sont en train de... Donc c'est une longue bataille, il faut parallèlement qu'elle soit menée, qu'elle soit gagnée, pour que ce soit un avantage également pour l'industrie pharmaceutique sénégalaise. Et un troisième pilier important qui freine le développement de l'industrie pharmaceutique sénégalaise, c'est la fiscalité. Alors, comment est-ce que vous pouvez comprendre que les médicaments importés ne payent aucun droit de douane et ne subissent aucune fiscalité. Alors que nous, quand on commande des matières premières, on paye des taxes. Et également, quand nous faisons des investissements, nous payons la TVA qu'on ne récupère pas. Alors que la TVA est un impôt neutre par nature. Donc, c'est des problèmes de fond. Et j'ai énuméré trois freins importants pour le développement de l'industrie pharmaceutique. Il y en a d'autres, bien sûr, qui sont corollaires et donc qui vont accompagner et qui permettront vraiment de gagner et d'amorcer cette relance-là dont le président parle tant. Ça repose la question de la souveraineté. Des médicaments importés qui ne paient pas de taxes, ce n'est pas seulement les médicaments, même certains aliments, combat des industries locales qui paient des taxes alors que ceux qui importent ne paient pas de taxes. Et toute une mafia derrière. Et toute une mafia derrière qui en profite. En fait, et qui est laissée pour être de sévir dans ce pays. Oui, tout à fait. M. Cissé, est-ce que c'est tous les médicaments importés qui ne paient pas de taxes ou bien une liste de médicaments qui sont prioritaires? Tous les médicaments. Voilà. C'est un problème, ça. Ça veut dire que là, les intrants que vous payez, que vous importez ou bien que vous fabriquez, vous êtes assujettis à la TVA. Et que les produits finis qui sont importés ne payent pas de TVA. Oui. Donc on est vraiment à l'envers d'une politique. Est-ce qu'on peut parler en ce moment de souveraineté sanitaire? Voilà. Mais quand même, dans votre intervention, vous avez parlé de la préférence nationale. L'inconvénient en général de ces politiques de préférence nationale, c'est souvent, et c'est une question qui se pose, c'est est-ce que en adoptant une telle politique, l'industrie locale va continuer à approvisionner
régulièrement le marché sans rupture? Et en même temps, est-ce que la qualité sera assurée? Et est-ce que finalement, ça ne se fera pas au détriment du consommateur qui peut se retrouver à payer un médicament beaucoup plus cher alors qu'il va coûter peut-être 8 à 10 fois moins cher ailleurs? Mais que ça, c'est pas à l'État de mettre en place des mécanismes de contrôle. Tout à fait. Pour assujettir à ceux qui sont des locaux à faire un travail de qualité. Tout à fait, c'est à l'État. Mais encore une fois, moi je pense que le Sénégal, dans une stratégie industrielle du médicament, ne pourrait s'affranchir de son appartenance à l'Union économique et monétaire ouest-africaine. 100 millions de consommateurs contre 15 millions. Vous parliez d'économie d'échelle. Une industrie est beaucoup plus viable à l'échelle des 100 millions que des 15 millions. Même si le plus grand laboratoire pharmaceutique au monde est suisse, bien évidemment. Mais là-bas, ils ont tellement accumulé de brevets et de savoir-faire que ça peut remplacer les masses de consommateurs que nous sommes. Moi, en fait, par rapport à cette question de souveraineté pharmaceutique et de sécurité pharmaceutique, l'illustration la plus parfaite, c'est ce qu'on vit en ce moment avec les vaccins. Comme vous le voyez, toutes les livraisons vont au nord en ce moment. Il y a très peu de pays africains qui ont reçu leur première dose. Je pense que c'est 7 pays. Et souvent même, ce ne sont pas, en tout cas, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une homologation au niveau de l'OMS, ou bien est-ce que c'est chacun qui développe ses propres vaccins, puisqu'on n'a pas vu, par exemple, on n'a pas eu les résultats des essais cliniques phase 3 pour certains vaccins, mais qui ont été quand même livrés. Donc, en fait, ce que je me pose des questions, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas eu la dislocation de l'Union africaine dans cette histoire de vaccins? Oui. C'est un gros problème. On a vu l'Union africaine partir à... Chacun essaie de sauver son pays. Au début, il y avait une initiative pan-africaine, non, même africaine. Je pense il y a une initiative au niveau de l'Union africaine qui consistait à dire nous allons nous-mêmes acquérir 670 millions de doses de vaccins et qui vont être livrées d'ici le mois d'avril. Ensuite, il y a l'initiative COVAX de l'OMS qui est venue et qui avait pour objectif de vacciner entre 10 et 20% de la population mondiale, les couches les plus vulnérables. Mais aucune de ces deux initiatives n'a démarré. On l'a vu la semaine dernière quand le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui est le président en exercice de l'Union africaine, en plein sommet Davos, a dit que cette stratégie est mitigée, cette stratégie africaine. Et d'ailleurs, lui-même, il s'est dévêtu un peu de son costume de président en exercice pour être le président de l'Afrique du Sud tout court, puisque là, il vient de faire des commandes, parce que quand il y a une telle urgence, je pense qu'il y a des replis nationaux et identitaires. Donc, finalement, il n'y a plus de stratégie Union africaine, en tout cas, au-delà des idées et des bonnes intentions, on n'en voit pas sur le terrain. Et il y a plutôt des stratégies nationales. C'est le sauve-qui-peut en ce moment sur le vaccin. Et l'Afrique risque de payer plus cher. D'ailleurs, il a dit que l'Afrique du Sud paye 2,5 fois plus cher que l'Union européenne. Donc là, c'est encore un nouvel enjeu qui montre que sans une production locale protégée, parce qu'il ne faut pas avoir peur des tabous, protégés, mais selon un contrat-programme pour que le consommateur ne se retrouve pas lésé. Mais est-ce que justement l'Afrique n'est pas en train de payer son manque d'unité, de stratégie, de cohérence dans les politiques qu'ils font? Jimmy Carter disait, en comparant la Chine aux États-Unis, que quand nous, les Américains, nous passions notre temps à faire des guerres, les Chinois investissaient dans la recherche, dans l'éducation. Est-ce que ce n'est pas le talon d'Achille de l'Afrique de ne pas investir dans l'éducation et dans la recherche qui fait qu'aujourd'hui, que toujours, à chaque fois qu'il y a un drame, qu'elle paie le prix le plus lourd dû par l'incompétence de ses dirigeants? Absolument. Je répondrai, Alassane, à ça, mais je reviendrai sur l'interpellation de M. Wade tout à l'heure par rapport à l'industrie locale. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Tout à fait. Et aujourd'hui, la réalité de l'industrie sénégalaise, c'est que Médis a fermé et est sur le point de reprendre. Les choses sont en très bonne voie. Pfizer est parti depuis longtemps. Donc, il y a des repreneurs qui peinent à démarrer, mais qui vont démarrer. West Africa Pharma oui. s'en sort presque pas, en tout cas difficilement.
7 ans après, Parenterus, donc qui fabrique des solutés, ont démarré il y a quelques mois, mais sont quasiment à l'arrêt, ou en tout cas ont d'énormes difficultés pour y aller. Donc le secteur est en crise. Il faut trouver des solutions immédiates pour la relance, pour ne pas disparaître. Donc cette préférence nationale-là, c'est une impérieuse nécessité pour pouvoir relever la tête et regarder devant. Et nous le savons très bien, dans notre domaine de l'industrie pharmaceutique, nous sommes obligés de nous battre au niveau de l'EMOA et de l'export. Et c'est ce que, par exemple, j'en ai l'expérience parce que ce que nous faisons chez Médis, nous faisons quasiment 70% de notre chiffre d'affaires à l'export. À l'export au niveau de l'IOMOA. À l'export au niveau de l'Afrique subsaharienne. Ça, c'est indispensable. On va le faire. Mais avant de le faire, il faut d'abord être confortable localement avec des marchés qui vous permettent d'avoir les reins solides pour pouvoir y aller. C'est ce qu'on demande, tout simplement. Parce que notre survie ne dépendra pas de ce marché public, parce que c'est là où il y a les marges les plus faibles. Et il faut quand même de la marge pour pouvoir vivre, investir et se développer. Mais s'il y a le Ça, c'est notre lobby, métier. encore une fois, je reviens sur la question, s'il y a le lobby des faux médicaments, vous ne pourrez jamais exporter vos médicaments, vous serez concurrencé par des médicaments génériques qui viennent de l'Inde, qui ne payent pas les taxes. Absolument. C'est ça le problème fondamental. Absolument. L'État connaît très bien pourquoi ça ne marche pas, mais on ne comprend pas pourquoi ça ne démarre pas. C'est ce que je disais. Il faut... aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des lobbies, bon, ça existe, mais bon, des fois ils sont invisibles, c'est très difficile, l'État le sait, mais nous on travaille beaucoup avec l'État, il faut créer le cadre pour pouvoir avoir une interaction qui nous permettra de lutter efficacement. Et c'est ce cadre-là qu'il faut créer, qu'il faut solidifier pour qu'on y arrive. Mais sur le vaccin, tout à l'heure, bon, c'est vrai que le vaccin, la situation c'est compliqué pour tout le monde, même pour les Occidentaux qui pensaient qu'ils avaient maîtrisé la situation. Mais ils se sont réveillés plus tôt que nous. Parce qu'au moment où on n'avait aucune visibilité sur la maladie, les gens faisaient de la recherche. Ben, par exemple, les Anglais, ils avaient déjà négocié des contrats d'achat au moment où personne n'y croyait. Mais aujourd'hui, ils sont en train de vacciner leur population. Ils n'ont pas de problème. L'anticipation, de la prospective. Voilà, c'est ça qu'on attend. L'anticipation. Aujourd'hui, le reste de l'Europe a énormément de difficultés parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des quotas de vaccins. Par contre, vous voyez, les États-Unis ou les Anglais, ben, ils ne se plaignent pas. Ils sont servis, ils sont en train de vacciner leur population. Bon, en Afrique, pour nous, c'est pire. Nous n'avons rien anticipé. Et jusqu'à présent, nous sommes en train de débattre sur l'utilité du vaccin. Mais on est dans quel monde? Et le fait de ne pas avoir investi dans la recherche et dans l'éducation, est-ce que ce n'est pas ça qui rattrape l'Afrique aujourd'hui dans tous les domaines? En partie, vous avez totalement raison, et moi je suis complètement d'accord avec vous. Investir dans l'éducation et la santé, c'est primordial et c'est capital pour pouvoir anticiper et être prêt sur les enjeux de demain. Et nous avons des pays qui l'ont fait. Par exemple, quand on prend l'exemple de la Tunisie, Habib Bourguiba, aujourd'hui, pratiquement en Tunisie, ils sont restés publics. C'est-à-dire que les meilleures écoles, c'est public. Les meilleurs hôpitaux sont publics avec un plateau technique top niveau. Et aujourd'hui, ils ont même pu développer le luxe du tourisme médical. Aujourd'hui, sur l'Afrique de l'Ouest, la plupart de nos pays, aujourd'hui, quand on veut se soigner, on va en Tunisie. Et pourtant, le paradoxe, c'est que ces médecins tunisiens sont formés ici au Sénégal, à la faculté de sciences, de santé du Sénégal. Voilà. Mais après cela, il faut accompagner tout cela avec des incitations à l'investissement et un encadrement pour pouvoir créer cette situation, cet environnement dans lequel le développement est propice. Donc, c'est ça le problème. Moi, je suis complètement d'accord avec vous que nous n'avons pas... C'est vrai qu'aujourd'hui, on se targue de mettre, je ne sais plus combien de pourcents du budget à l'éducation, mais le président, d'ailleurs, le dirait pendant le conseil présidentiel. L'éducation et la santé sont les domaines où on investit le plus d'argent, mais où on a le moins de résultats. C'est un trou sans fond. Et je pense que ce qu'il a dit est hyper pertinent parce que aujourd'hui, il faut les réformes nécessaires de fond pour qu'on puisse repartir et bien repartir. Parce que sinon, on mettra tout l'argent qu'on veut, on aura les mêmes résultats. Les causes produisent toujours les mêmes effets. Et pourtant, quand vous allez à la faculté des sciences de pharmacie, il y a énormément de thèses faites par des pharmaciens sénégalais sur la recherche locale, endogène, sur des produits locaux, mais les thèses dorment. Ils ne sont pas exploités, ils ne sont pas industrialisés. Tout à fait. Il y a une rupture évidente entre l'école
et l'entreprise au Sénégal, comme dans la plupart de nos pays. Il faudrait que l'État, peut-être dans cette feuille de route, mette la connexion entre justement ces thèses, ces universités et ces recherches aussi qui sont faites à ce niveau, avec les besoins au niveau macroéconomique, les besoins du Sénégal, de l'UEMOA encore, et en même temps que les industriels que vous êtes peut-être puissent aller avec ces écoles dans une démarche concertée pour le développement du secteur. Parce que là, on voit que tout se passe bien au niveau de l'école, mais dès qu'on quitte l'école, entre l'école et la production du médicament, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'acteurs, il y a surtout beaucoup de réformes, notamment fiscales, puisque là, le plan fiscal que vous nous avez présenté montre évidemment qu'on est carrément dans une stratégie de désindustrialisation, peut-être involontaire. Mais cette question de la souveraineté pharmaceutique est un débat mondial. Mais est-ce qu'il ne faut pas sortir, Adam, les médicaments du champ capitalistique, de la rentabilité, et rentrer dans celui de la sécurité? Moi, je pense qu'on ne peut pas financer, on ne peut pas sortir du champ capitalistique. Parce que si on sort du champ capitalistique... Que le médicament devient un enjeu de sécurité. C'est un enjeu de sécurité, mais qui doit rester dans le champ capitalistique. Parce que ce qui fait l'efficacité des Britanniques, des Suisses et autres, c'est qu'ils ont compris très tôt que le médicament est un bien économique un peu particulier, bien sûr, mais c'est un bien soumis au coût de facteurs, à la rentabilité. Il faut attirer des investisseurs. Donc, au contraire, il faut de plus en plus de capitaux pour qu'une industrie pharmaceutique soit pérenne et qu'elle se développe. Je dirais que dans justement cette stratégie nationale, elle ne pourrait pas se faire sans la présence des grands du secteur. Que ce soit les Pfizer, que ce soit les Novartis et autres. Il faudrait une démarche concertée et en même temps même une offensive envers eux. Parce que qu'est-ce que le Sénégal pourrait proposer à ces grands industriels de la pharmacie, à ces grands laboratoires? C'est peut-être d'être un hub, un relais pour aller en profondeur vers les autres marchés. C'est ce que l'Inde fait aujourd'hui avec le vaccin britannique. Il est conçu en Grande-Bretagne, il est fabriqué et dupliqué à grande échelle en Inde. Donc, peut-être le savoir-faire existe pour faire du Sénégal et de la sous-région, de l'UEMOA, parce que je me dis que la stratégie sera encore meilleure si c'est un groupement, un consortium de laboratoires ouest-africains de l'UEMOA qui se regroupent pour être plus forts et ils auront une capacité de négociation à attirer ici, à faire délocaliser des centres de production, des vaccins et d'autres médicaments de première nécessité. Et on va économiser beaucoup plus qu'en restant dans cette logique justement de faire du médicament un bien non économique, un bien de sécurité. Ça ne va pas tenir parce que ça revient à dire que le budget de l'État finance ce médicament. Mais vous avez bien vu les contraintes budgétaires de nos États avec des taux d'endettement déjà qui frôlent les niveaux permis. Bon, même si la France est à 120% du PIB, là aussi, voilà un autre débat. Mais nos États n'ont pas les moyens de soutenir le médicament parce que le médicament, c'est vraiment un bien économique à part entière. Cela reviendrait à faire concurrencer l'Inde par nos budgets. Et c'est intenable à long terme. On pourrait le faire une année, mais ça va s'arrêter. Mais est-ce qu'en disant que nos États n'ont pas les moyens, ce n'est pas souvent des raccourcis très faciles? L'Afrique regorge de tout. Absolument. Ressources minières, pétrolières, gazières. Peut-être que les moyens ne sont pas mis là où ils doivent être mis. C'est ça le gros débat en Afrique aujourd'hui. L'Afrique a beaucoup de moyens. Tout à fait. Mais les moyens d'Afrique sont pompés par l'extérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas une stratégie de réforme en profondeur du système sanitaire en Afrique de façon globale et au Sénégal aussi, parce que la pandémie a montré que chacun s'occupe de sa barbe. Absolument. Mais je suis complètement d'accord avec toi, Alsan. Hein, et vraiment, c'est ça. Parce qu'en réalité, si on regarde bien ce qui se passe aujourd'hui, contrairement à ce que disait M. Wade, les grands, les multinationales, s'éloignent de l'Afrique et vont de plus en plus s'éloigner de l'Afrique. Et aujourd'hui, ce qui les intéresse, ils investissent dans les biotechnologies. Les biotechnologies qui sont en fait les médicaments de demain. C'est des médicaments chers, c'est des médicaments hautement rentables et c'est là où il y a de la valeur ajoutée. Maintenant, tout le reste, c'est des génériques. Les génériques, nous savons faire maintenant. Nous avons appris.
et nous savons faire. Nous devons nous prendre en charge. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Si on ne prend pas ça en charge, mais ils vont se réveiller de jour en jour, ils arrêtent les médicaments qui ne sont plus essentiels pour eux parce qu'ils ont autre chose. Et nous, c'est essentiel pour nous. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle cette souveraineté pharmaceutique c'est pas un slogan, c'est une réalité. Et ce que Alassane disait, moi, aujourd'hui, vraiment, je plaiderai pour que l'industrie pharmaceutique, vu les enjeux d'aujourd'hui et de demain, dans nos pays, qu'il soit considéré comme le secteur de la défense, par exemple. Honnêtement, hein, parce que le médicament va avoir le même enjeu que les armes. Et ça devait être même pris en charge par le président lui-même. Pas en termes de financement, hein, en termes de pilotage, pour contrôler les orientations et l'application des stratégies. Parce que c'est ça qui permettra d'aller très vite et de gagner. Parce que aujourd'hui, dans la feuille de route que nous avons faite, les choses sont très claires et les ambitions sont affirmées. On peut atteindre 50% de couverture des besoins en médicaments du Sénégal à l'horizon 2035, avec des objectifs intermédiaires. En 2025, on peut être à 20%. En 2030, on est à 30%. Et en 2035, on sera à 50%. Nous sommes en mesure de le faire si l'environnement, les réformes qui sont nécessaires et le soutien et l'accompagnement dont nous avons besoin, il est là. Nous avons le savoir-faire, l'engagement et la volonté de le faire. Mais vous faites face aux résistances, aux réformes. C'est dans un pays où pour réformer au Sénégal, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de gros d'étranglement. Je le dis, je le répète, il y a beaucoup de lobbies, beaucoup d'enjeux qui sont là, qui empêchent les réformes de se faire parce que c'est leur intérêt personnel. C'est pourquoi, franchement, je pense que ce type de sujet, si le président le prenait en main lui-même, en parlant avec les acteurs clés, ça permettra de pouvoir limiter ces influences négatives et de nous reconcentrer sur vraiment donc l'axe stratégique et la finalité. C'est la raison pour laquelle je pense que cette approche-là est capitale. Parce que pensons au post-Covid. Ce que nous avons vécu. S'il y a post-Covid. S'il y a post-Covid, voilà. Ça va être encore beaucoup plus difficile. Et il faudrait qu'on profite quand même des enseignements et de tout ce que nous avons vécu pour pouvoir rectifier le tir et que les choses ne se reproduisent pas devant nous. Et ça, nous avons les moyens de le faire. Il suffit juste que vraiment on travaille avec les acteurs, surtout que nous sommes, donc pour pouvoir y arriver. C'est complètement possible, c'est pas utopique. Il suffit juste d'avoir la volonté de nous tendre la main, de s'asseoir avec nous pour qu'on puisse y arriver. Parce que par exemple, après l'appel du président, son troisième appel en Conseil des ministres, bon, nous au niveau de la CIP, on s'attendait à ce que dès le lendemain, le ministre de la Santé nous appelle pour discuter avec nous, pour voir comment opérationnaliser celui du président. Bon, nous n'avons pas encore eu de réaction. Bon, mais nous pensons tout simplement au fait qu'il est très très occupé parce qu'il fait un excellent travail sur la riposte contre le Covid. Il n'a peut-être pas encore le temps, mais vraiment nous l'invitons à nous tendre la main pour que vraiment on puisse opérationnaliser au plus vite ces vœux du président là. Oui. Mais dans la bataille pour la souveraineté vaccinale et pharmaceutique de l'Afrique, on constate que les tradipraticiens ou bien la pharmacopée africaine n'est pas prise en compte. Et pourtant, la plupart des médicaments sont fabriqués à partir de plantes. Là aussi, alors qu'il y a une expertise aussi africaine. Là aussi, c'est un autre débat. On a suivi tous le Covid Organics de Madagascar, avec tous les débats, toute aussi cette passion. Et finalement, j'ai l'impression que ce médicament n'a pas finalement pu franchir les essais dans la plupart des pays, y compris le Sénégal. Donc, est-ce que ce n'est pas ça qui a plombé finalement la pharmacopée africaine? Parce que finalement, en rejetant... Oui, la pharmacopée africaine, c'est pas seulement que le Madagascar. Il y a aussi les médias étrangers, les médias étrangers qui ont fait un travail de sabotage du Madagascar. Moi, je ne dirais pas... Il y en a aussi beaucoup. Non, moi, je ne dirais pas les médias étrangers. Je pense que comme tout médicament, il y a un protocole. Oui, d'accord, mais Madagascar, c'est pas seulement Madagascar. L'Afrique est vaste. Ce protocole a été appliqué dans des pays comme le Sénégal, le Nigeria et autres. Et ce médicament n'a pas pu franchir. Mais ça ne doit pas freiner la recherche. Mais ça ne doit pas freiner la recherche. Bon. Et la recherche, mais elle va de pair avec d'autres facteurs. C'est pourquoi je disais qu'il faut sortir, il ne faut pas
prendre le médicament comme un bien non économique. Le médicament obéit à l'économie. Il y a des coûts de facteurs, il y a une nécessité de la compétitivité, de l'attractivité. Il faut que l'investisseur, au bout de la chaîne, retrouve son dividende pour qu'il revienne. Donc, dans cette stratégie de relance de l'industrie pharmaceutique, je pense que la pharmacopée africaine a toute sa place. Parce que on peut dire encore que le potentiel et la matière première sont là, les gisements sont là, et ce qui reste maintenant, c'est les transformer, c'est trouver un marché, c'est trouver des investisseurs, c'est trouver des acteurs donc pour le développement. Mais je ne crois pas qu'il y ait vraiment une hostilité quelconque envers... Il y a les enjeux financiers derrière tout ça aussi. Il y a des batailles financières derrière tout ça aussi. Si aujourd'hui le médicament africain est trouvé qui peut soigner à moins de coûts les Africains, les big pharma, mais vont sponsoriser des médias pour saboter ces médicaments. C'est clair. Tout à fait. Donc c'est la bataille aussi est là-bas, elle est aussi stratégique. On est vraiment dans le débat économique permanent de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique, elle a été marginalisée ou elle s'auto-marginalise elle-même? Tant que nous n'avons pas cette masse critique, aussi bien de médias que de pharmacie, pour nous défendre, évidemment, les forces externes sont plus puissantes. Elles vont remporter la bataille. C'est comme un combat de boxe. Donc, il faudrait que l'Afrique gagne en poids. Et comment? Mais en se regroupant. C'est les grands groupements régionaux qui vont nous permettre, par exemple, d'écouler plus facilement un médicament africain en Afrique. Je pense que là, il faut qu'on revienne au protectionnisme éducateur. Bien sûr, il le faut. Et qu'on puisse donner à cette ZLECA une vraie réalité. Et le hasard, d'ailleurs, fait bien les choses, puisqu'on parle de la souveraineté pharmaceutique. Et en même temps, on vient de lancer, il y a quelques semaines, cette grande zone de libre-échange continental. Donc, ce qui montre que toutes nos stratégies devraient tendre, puisqu'on parle maintenant à moyen terme, dans 10-15 ans. Je pense que la souveraineté pharmaceutique ne pourrait pas être atteinte au Sénégal avant 2035. Donc il faudrait qu'on essaie de calquer ça avec les opportunités, les immenses opportunités ouvertes par la ZLECA, mais aussi les menaces, parce que les faux médicaments sont fabriqués dans des pays africains maintenant, malheureusement, et aussi sont alimentés par des filières qui sont très puissantes. Donc tout cela devrait être mis dans la balance. Oui. Quand la pandémie a frappé le monde, en Afrique, il y a eu beaucoup de discours sur le changement de paradigme. Ce nouveau monde qui vient, l'Afrique doit changer sa façon de faire, dont le Sénégal. On entend des discours qui ont été donnés par le chef de l'État, par les ministres. Est-ce que vous avez l'impression que les choses changent? Est-ce que vous avez l'impression que ce qu'on dit là, dans le Conseil des ministres, dans les papiers, est-ce que réellement sur le terrain c'est fait? Mais ça reste toujours un discours, un slogan. C'est vrai que c'est votre première question quand on a ouvert. Dessus. On boucle avec. Oui. Comme je disais, on ne ressent pas encore les changements parce que les changements de comportement et d'attitude qui vont permettre en fait de créer ce changement de paradigme-là. Et ça, c'est les dirigeants qui doivent l'avoir. Et ça, c'est pas encore le cas, mais je suis très confiant, honnêtement. Ah bon? Je suis confiant parce que si je vois... Qu'est-ce qui vous donne cette confiance? Parce que depuis le Covid et l'insistance avec laquelle le président revient sur ces enjeux nationaux, vraiment, et la relance personnelle qu'il en fait, je ne peux pas imaginer quand même que les collaborateurs du président fassent la sourde oreille à ce qu'il dit. Je suis convaincu... On a l'impression que ça... Je suis convaincu... On a l'impression que le président parle, mais il n'en applique pas. Voilà, hein? Donc, je suis vraiment confiant et je suis convaincu qu'ils vont prendre la balle au rebond et ils vont passer dans l'intérêt de tout le monde. Tout à l'heure, vous aviez parlé de la pharmacopée traditionnelle, la médecine traditionnelle, des médicaments traditionnels. Mais nous l'avons tellement bien compris que dans la feuille de route de la relance, on l'a intégré. Ça fait partie des objectifs de... Et les thèses faites par les pharmaciens qui dorment à l'UCAD. C'est ça. Parce que le Sénégal a fait un très gros travail au niveau universitaire. Et justement, on a tout un plan d'action et toute une feuille de route pour, en fait, rentabiliser, exploiter cette donnée-là qui existe. Parce que c'est vous, les industriels, qui doivent financer ça. Exactement. Et l'université a un très bon plateau technique avec lequel nous pouvons collaborer pour pouvoir internaliser, justement, donc, ces médicaments-là qui vont être fabriqués dans les règles de l'art pour être acceptés.
Voilà. Parce que quand vous disiez tout à l'heure de protocole, c'est effectivement ça. Parce que aussi aujourd'hui, le médicament doit répondre à un minimum donc, de critères. Et ces critères sont passés au crible. Quand ils passent, c'est bon. Mais quand ils ne passent pas, il faut améliorer avant de pouvoir repartir, etc. Donc, on est dans ce cadre-là. C'est intégré dans le plan global de la relance, l'industrie pharmaceutique, parce que c'est même, en fait, un volet compétitif. Parce qu'en réalité, c'est un savoir-faire que nous avons, que les autres n'ont pas. Donc, voilà, pour une fois, nous pouvons être innovants et créatifs là. Donc, et je pense que c'est un secteur sur lequel il faudra beaucoup compter. Parce que dans la réalité également culturelle, nos populations croient beaucoup à ça et utilisent beaucoup ça. Donc il faut qu'on les conforte en créant les conditions. Parce que le problème des médicaments, c'est justement la sécurité, la tolérance, etc. C'est ça qu'il faudra gérer pour pouvoir en faire des médicaments valables pour nos populations. Adam, tu es convaincu que quelque chose va changer? Que l'Afrique aura un paradigme de changement? Parce qu'on a l'impression qu'il y a trop de discours et moins d'action. On parle beaucoup, on agit peu. Écoutez, je suis de nature optimiste déjà. Et je pense que, tu as vu les signes de changement? Les visions qui ont été développées par la plupart des chefs d'État africains portent pratiquement sur les mêmes mots-clés. Et les actions? Sécurité, pharmaceutique, souveraineté, sanitaire, etc. Et sur le terrain, est-ce que les actions sont là? C'est la mise en œuvre maintenant. Tout notre génie doit être concentré dans la mise en œuvre. Dans le cadre d'un partenariat, d'un contrat-programme entre les pharmaciens, les industriels, la médecine traditionnelle même, et puis l'État, sans que le consommateur, en fait pour que le consommateur soit gagnant. Ça c'est une condition aussi, c'est une limite dans les politiques de souveraineté nationale. Mais il y a deux axes qui sont essentiels. J'ai cru comprendre que vous étiez un peu contre les génériques. Au contraire, voilà. Je pense que c'est notre axe fort. Effectivement. C'est ce que nous devons faire, ce que nous sommes en train de faire. Effectivement. Ouais. Je pense que si on réfléchit en termes de compétitivité, il y a un match qui se joue au niveau international et où les Asiatiques ont pris de l'avance, les Indiens et autres. Donc, il faudrait que le Sénégal s'aligne sur cette zone asiatique en essayant d'attirer les plus grands groupes encore ici, mais dans un cadre compétitif. Parce que le problème, c'est vraiment l'environnement des affaires. Et moi, c'est là où j'attends l'État. C'est améliorer constamment et toujours l'environnement des affaires pour que l'investissement au Sénégal soit attractif. L'investissement dans tous les domaines, et particulièrement dans le domaine qui nous concerne aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique. Donc, tant que cet environnement des affaires n'est pas amélioré, toutes les entreprises vont venir et repartir. C'est juste peut-être pour préciser, M. Wade. En fait, ce que nous voulons faire, d'autres l'ont fait. La Tunisie l'a fait, le Maroc l'a fait, l'Algérie l'a fait, l'Afrique du Sud l'a fait, ainsi de suite. On n'est pas en train de dire des choses nouvelles, on ne veut pas réinventer la roue. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, en Tunisie, vous y allez, vous n'allez pas trouver de médicaments chinois, indiens ou voilà, autre chose. Au Maroc, la même chose. Et la Tunisie assure plus 65% de ses besoins en médicaments. Le Maroc, pratiquement 70%. L'Algérie est quasiment à 80%. Et dans ces pays-là, à l'Algérie, vous avez plus de 300 unités de fabrication. Au Maroc, vous avez pratiquement une centaine d'unités. Dans les pays anglophones qui ont compris plus tôt que nous, c'est la même chose. Ils font mieux que nous. Au Nigeria, au Ghana, il y a plus de 30 unités de fabrication. Il y a plus de centaines au Nigeria. Et eux, l'importation, c'est peanuts par rapport à quelques types de médicaments de dernière génération ou très sophistiqués qu'on ne peut pas fabriquer localement. Mais ils ont résolu cette question-là. Donc, ce n'est pas du rêve ce que nous voulons faire. D'autres l'ont fait. Nous, il faut juste qu'on puisse l'adapter et surtout qu'on aille vite. Absolument. Voilà. Il faut que ce soit de l'action. Voilà, de l'action. Il faut qu'on aille vite. Merci infiniment à Dr Abdoul Aziz Cissé, président de l'association de l'industrie pharmaceutique du Sénégal. Merci à Adam Wade, directeur de publication de Financial Afrique. Au micro, Alassane Samba Diop, excellent dimanche à tous. Vous suivez la radio e-radio, la première radio vision du Sénégal. Merci et bon dimanche.